Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le 13e colloque de médecine et psychanalyse dans la Cité. Jean-Pierre Lebrun ne sera pas là ce matin, mais il arrivera très vite. Et nous sommes heureux tous les deux d'avoir pu construire ce colloque avec les deux présidents, Jean-François Brunstein, philosophe bien connu, et Étienne Oldeneuve, psychiatre belge, qui nous accompagne régulièrement maintenant. Ils nous font l'honneur de venir à Clermont-Ferrand réfléchir au cœur de la Cité sur ce thème si important de la transmission. Jean-Pierre et moi, et maintenant Étienne et Lilia, essayons de donner forme peu à peu à une rencontre annuelle, internationale, transdisciplinaire et intergénérationnelle pour débattre de manière ouverte et décloisonnée au cœur de la Cité des grands problèmes de notre civilisation et tout particulièrement de la clinique contemporaine. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette belle salle multimédia grâce à la municipalité et à Isabelle Perrier, directrice de la santé publique, qui nous soutiennent toujours de façon très efficace et très encourageante. Cela nous permettra, à travers la traduction simultanée de Ángela Silva, la traductrice de l'association mexicaine Ludens, de faire retransmission Clermont, Amérique latine, Clermont. Nous avons la chance d'avoir parmi nous une dizaine de membres de cette association pour le colloque, mais une grande majorité, bien sûr, est restée dans l'hémisphère sud. Et si on peut avoir un petit peu de lumière, et nous suivra en direct, autant que faire se peut, avec le décalage. À l'équipe du rectorat toujours active autour de Bernard Suzarzik, s'ajoute cette année, grâce à Philippe Boélé, l'équipe de la Cité éducative. Nous avons beaucoup de raisons, comme nous le dira Michel Rouquette, de mener des actions ensemble. Depuis plusieurs années, nous organisons ce colloque avec la chaire de philo à l'hôpital, créée par Cynthia Fleury. Depuis 2 ans, nous préparons le colloque avec Ludens, de Orientación Psicoanalítica, association mexicaine de formation et de travail social en relation avec de nombreux autres pays d'Amérique latine, et avec l'AMC Psy, Association médecine et clinique psychanalytique certifiée Calliope depuis janvier 2022. Grâce à sa présidente Pascale Bello-Fourcade et à Alain Fourcade, nous bénéficions maintenant aussi du label qui garantit la qualité de notre formation continue. Et puis Jean-Pierre Lebrun nous a permis aussi de travailler avec des collègues belges préoccupés comme nous par la Cité. Alain Hérali et Jean-Louis Ranchon mettent leur érudition au service de nous tous et dans la durée, car la clinique contemporaine montre des facettes toujours nouvelles. Je voulais saluer les équipes techniques et d'accueil de cette salle, et Colline Periano, Pauline Latellerie et Bernard Sanselme. Sans leur contribution, rien ne pourrait se faire en amont, pendant et en aval. On oublie parfois qu'accueil, montage, tournage et réalisation sont essentiels pour diffuser au bout du monde ce qui va se passer dans cette salle. Cette année encore, monsieur le préfet Philippe Chopin avait donné son accord pour l'ouverture, mais il a quitté le Puy-de-Dôme le 25 septembre. Alors, pour ce moment solennel, je me suis tournée vers une des institutions qui soutient les valeurs de la République, qui s'efforce de les transmettre au mieux, qui reconnaît et honore ceux qui essayent à leur tour de les incarner dans leurs actions. J'ai demandé à sa présidente si elle accepterait de faire cette introduction pour notre 13e colloque, et sa réponse a été immédiatement positive. J'ai donc à présent l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Martine Brunswick, présidente du comité de Clermont-Ferrand de la Société des membres de la Légion d'honneur, ancienne déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Je la remercie chaleureusement et lui laisse la parole. Chère Marie-Élisabeth Sanselme Cardenas, je vous remercie beaucoup de me laisser quelques minutes la parole. Je serai brève. Je voulais saluer Nathalie Bégon, vice-présidente, Monsieur Étienne Oendove, qui est ici présent, psychiatre et psychanalyste, Monsieur Rouquette du rectorat. Je voulais vous saluer, mesdames, messieurs, chacune et chacun en vos grades et qualités. Je suis particulièrement honorée d'ouvrir ce 13e colloque organisé par l'association Médecine et Psychanalyse dans la Cité, dont le thème « Fédérateurs transmettent encore ?» permet d'associer des actrices et des acteurs œuvrant dans diverses disciplines
toutes éclairantes et complémentaires, qu'il s'agisse de la santé mentale ou de la santé éducative de Clermont-Ferrand, de la direction de la santé publique, de l'éducation nationale ou encore de spécialistes, dont parmi vous, des spécialistes originaires du Mexique, du Chili et de l'Italie que je salue. Chacune et chacun d'entre vous pourra partager utilement ses connaissances dans ce creuset de spécialités pluridisciplinaires afin d'enrichir vos débats. En qualité de présidente du comité de Clermont-Ferrand de la Société des membres de la Légion d'honneur, à la fois historienne et juriste, mais aussi docteur en sciences de la terre et ancienne déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, j'ai nécessairement été conduite à m'interroger au cours de mon parcours professionnel sur la transmission à des degrés divers. Dans un domaine très particulier, au cœur de la famille, qu'est-ce que la transmission quand il s'agit de femmes victimes de violences et de l'impact de celles-ci sur les enfants? Pour les femmes, s'il existe des accompagnements pour engager des procédures diverses, depuis les démarches juridiques jusqu'à la recherche d'un hébergement, par exemple, on pourrait néanmoins s'interroger sur ce qu'il en est aujourd'hui au regard d'une prise en charge individuelle systématique par un psychologue ou un psychiatre, non seulement pour les aider à se reconstruire, mais surtout pour leur éviter de retomber dans les mêmes scénarios qui les conduisent à l'anéantissement. Quant aux conséquences de ces violences sur les enfants, témoins ou victimes, confrontés à l'énigme d'un lien entre père et mère basé sur la violence, spectateurs muets de l'horreur, victimes de manipulation mentale de la part de l'un ou de l'autre parent, quelles seront alors les répercussions à moyen terme propres à affecter leur santé mentale à l'âge adulte dans leurs futurs liens conjugaux et dans les liens de famille transmis d'une génération à l'autre et pas seulement. Excusez-moi ma voix, mais je suis revenue d'avion il n'y a pas longtemps et j'ai non seulement les oreilles bouchées, mais la gorge un peu altérée. Voilà, j'explique les petits travers de l'exposé. J'aurais de même pu évoquer les victimes de l'inceste. Le sujet de ce colloque est vaste. Et dans un autre domaine, j'ai noté dans votre programme que vous alliez aborder le thème de la transmission au sein de l'école et de l'université. Or, dans le cas de la cité éducative, avec le lycée Brugière à Clermont-Ferrand, la Société des membres de la Légion d'honneur a soutenu une action sur la transmission pour favoriser la tolérance et le vivre ensemble. Entre le 30 mai et le 3 juin 2022, 14 lycéens du parcours cinéma et 2 accompagnateurs se sont déplacés du mémorial de la Shoah à Paris au musée juif de Berlin jusqu'au camp de concentration de Sachsenhausen pour appréhender la genèse du génocide. Ils ont réalisé un court-métrage intitulé « Mémoire » qui doit servir de support à des rencontres dans d'autres établissements comme le Collège Camus avec un élève réalisateur. Simone Veil disait « Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire, le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. » Cette transmission est parfois difficile pour oser mettre des mots sur les souffrances vécues. Je pense encore à ces Juifs, victimes d'une rafle en 1943 à Clermont-Ferrand, comme Sam Braun, déporté avec toute sa famille à Auschwitz. Ils seront tous exterminés sauf lui, et il subira la terrible marche de la mort jusqu'en janvier 1945, jusqu'en Tchécoslovaquie, où il sera sauvé par des résistants. Revenu en France, devenu médecin, il fonde alors une famille, et ce n'est que 50 ans plus tard, après avoir gardé le silence sur sa déportation,
qu'il va témoigner près des jeunes dans les écoles et qu'il rédige un ouvrage sur son travail de témoin et sur les principes humanistes qui ont guidé sa vie. La transmission, je la trouve encore dans les propos de Françoise Seligman, juriste, résistante, femme politique, qui écrivait dans son ouvrage « Liberté quand tu nous tiens », « Je ne fais pas de passéisme, je soutiens que pour construire l'histoire de demain, il ne faut pas oublier celle d'hier. » Cette transmission faite par l'école instruit et éclaire, apprend à penser et à raisonner en intégrant le savoir et l'esprit critique. Très modestement et à mon seul niveau, je dirais que la transmission ressemble à une petite lumière qui éclaire le chemin de la vie pour soi et pour d'autres par les savoirs, les expériences, nous permettant d'identifier des repères susceptibles d'éveiller notre curiosité, notre tolérance et notre vigilance. Il me reste maintenant à vous souhaiter des échanges fructueux et la pleine réussite dans vos travaux et à vous féliciter en tout cas, Madame la Présidente et les membres de votre association, pour cette initiative. Alors, j'ai presque tout dit, sauf que je vais vous offrir un ouvrage qui a été réalisé par les membres de la Légion d'honneur, qui se posaient la question « Pourquoi la Légion d'honneur ? Qui sont ces gens ?» C'était encore une fois une recherche sur le passé pour transmettre aujourd'hui, non seulement à nous, mais aux autres, que ce puits de Dôme a été créé et réalisé dans ces édifices en particulier, et pas seulement, puisqu'il y a eu, on sait, en 1939, l'Université de Strasbourg qui est venue et qui a, je dirais, beaucoup affecté les personnes qui vivaient ici, les enseignants et des étudiants. Et c'était pour nous une façon de transmettre l'histoire, de se l'approprier, de trouver des repères. Et c'est comme ça qu'on se situe sans doute plus sereinement dans la société pour continuer notre chemin et poursuivre à notre niveau encore et encore la transmission. Je vous remercie. Alors, je donne à présent la parole à Monsieur Michel Rouquette, directeur académique des services de l'éducation. Il va parler à partir d'une expérience personnelle de la question qu'il s'est posée pour lui-même dans ses différentes fonctions. Qu'est-ce qu'il est possible de transmettre? Comment faire face à cette mission pourtant si fondamentale? Les ministres de l'Éducation nationale se succèdent, les cabinets peuvent se faire et se défaire, de nouveaux inspecteurs généraux remplacer les plus anciens, les instructions, les injonctions parfois restent les mêmes et finissent par résonner comme un refrain qui deviendrait obsessionnel. Transmettre les savoirs, transmettre les fondamentaux, transmettre les valeurs, transmettre les comportements et les attitudes adaptées, ouvrir aux compétences psychosociales, aux fonctions exécutives. Au fur et à mesure que l'école redit l'importance et la nécessité de la transmission, celle-ci semble se dérober pour rejoindre un horizon qui serait comme un idéal vers lequel on se dirigerait, sans grand espoir désormais de l'atteindre vraiment. Serions-nous démunis? L'exigence de la transmission, pourtant, comme au demeurant celle de la mémoire et de la commémoration, n'ont sans doute jamais été aussi profondément inscrites qu'aujourd'hui dans notre école, comme elle l'est dans notre tradition républicaine et peut-être plus encore dans notre tradition judéo-chrétienne, et nous connaissons tous cette injonction de l'Ancien Testament: « Souviens-toi des jours anciens, repasser les années, de génération en génération. » Si elle nous exhorte à nous souvenir, et donc si elle s'adresse en priorité à ceux qui viennent après, une telle exhortation nous invite surtout à nous souvenir tous ensemble, et c'est bien là le sens du mot commémoration. Mais nous savons aussi, comme l'écrit l'historien spécialiste de l'Europe, Robert Frank, que ce qui est tristement mémorable est difficilement commémorable. Pourquoi commémorer alors? Pour exalter et magnifier une mémoire glorieuse ou pour dénoncer, avec l'espoir de les conjurer, les horreurs du passé et empêcher qu'elles ne reviennent? Mais notre école, même si elle est invitée à se souvenir et à commémorer,
D'innombrables concours en attestent, le concours national de la résistance de la déportation, les petits artistes de la mémoire pour la Première Guerre mondiale dans le primaire, la célébration de l'abolition de l'esclavage, n'est pleinement installée dans sa mission première, dans sa raison d'être et sa vérité peut-être, que lorsqu'elle sait transmettre. Dès lors, poser la question de ce qu'est la transmission pour l'école de la République prend très vite la forme non pas d'un pourquoi transmettre, cela nous en avons l'intime conviction et la profonde certitude en nous, mais d'un comment transmettre, et en ce sens, elle s'adresse non pas à ceux qui viennent après, mais à ceux qui précisément, parce qu'ils sont supposés avoir la connaissance, l'expérience, la conscience de la nécessité de la transmission, ont d'abord la charge de rendre possible cette transmission, quel que soit le contexte. Et peut-être et surtout, lorsque les élèves auxquels ils s'adressent en sont éloignés et parfois empêchés, quelles qu'en soient les raisons, les conditions d'existence, une histoire douloureuse, celle de leur toute jeune vie, celle de leurs parents, peut-être l'école elle-même, pourtant pavée de bonnes intentions. Mais l'école sait-elle toujours accueillir? Sait-elle prendre en compte ces impedimenta qui alourdissent le pas de certains de nos élèves, comme ils retardaient ceux du légionnaire romain? Comment transmettre? Comment enseigner? Enseigne-t-on les valeurs ou les transmettons? Enseigne-t-on par exemple la laïcité qui est d'abord un idéal, une ambition et non une simple opinion, une parmi d'autres? Elle ne cède en effet ni au relativisme docile, ni à une forme de tolérance trop complaisante. Elle ne se laisse pas réduire à un corpus de règles et de normes, de préceptes auxquels il suffirait de se plier, car son ambition est d'une autre nature. Il n'existe ni un évangile, ni un catéchisme de la laïcité, parce que la laïcité est d'abord l'affirmation d'un principe irréductible, fondé sur le primat donné à la raison, celui de la liberté de conscience, qui autorise l'adhésion à toutes les postulations morales, religieuses, politiques pour peu, mais c'est un point essentiel, qu'elle contribue à promouvoir une culture du respect, du dialogue et de la reconnaissance mutuelle, pourvu qu'elle conduise à reconnaître dans l'autre, quel qu'il soit et quelles que soient ses croyances, au-delà même des différences de notre soi-même. Enseignerons-nous dans les semaines qui viennent ce qu'est la compassion, comme nous y enjoint à juste titre sans doute notre ministre? Allons-nous donner des cours de compassion? Les intervenants de cette journée apporteront, bien mieux que je ne saurais le faire, des éléments de réponse à toutes ces questions. Il me semble néanmoins que si l'école, sans se renier, apprend à faire alliance avec les autres membres de la cité, les parents au premier chef, les associations, les autres partenaires, les collectivités, si elle sait revenir aux vrais fondamentaux et de la bonne manière, convaincue que l'apprentissage de la grammaire, tel qu'il se pratiquait il y a longtemps, est un apprentissage de la logique, tout autant et pas moins qu'une séance de codage informatique. Si elle se souvient que le nombre de livres lus laisse présager de plus grandes aptitudes à comprendre ce que l'autre peut ressentir ou à deviner ce qui le blesse, alors elle pourra sans aucun doute possible réaliser cette grande ambition qui est au fond sa raison d'être et qu'on a désigné longtemps d'un terme qui ne devrait plus sembler désuet et qui n'est autre que le bonheur de transmettre. Merci beaucoup, Monsieur Rouquette. Et effectivement, vous avez déjà bien donné la trame de tout ce que nous devons essayer de mettre un peu à jour et puis pour recueillir le travail des uns et des autres en amont. Alors, après mon accueil, je vais essayer d'introduire moi aussi le sujet. Après le colloque sur l'exigence éthique l'année dernière, la transmission comme thème du colloque suivant nous est apparue comme une évidence à Jean-Pierre Lebrun et à moi lors d'une discussion avec un petit groupe. On travaille souvent efficacement dans les moments dits de détente et c'est très bien comme ça. L'actualité s'y invite souvent et quand l'actualité et la clinique contemporaine, ce matériau qui est l'objet de travail et de recherche de toutes nos spécialités, eh bien, c'est souvent qu'elle s'invite.
et ça n'est pas sans répercussion sur tous les citoyens sollicitant leur intérêt. Par la suite, le thème de la transmission a fini par s'imposer à nous sous le titre que nous a proposé Étienne Holdenov, « Transmettre encore ». En effet, la transmission est-elle toujours à l'ordre du jour quand seul compte l'ici et maintenant et quand le discours courant prétend qu'il n'y a pas d'impossible, pas de manque, tout est positif et même la mort, on en viendra tous à bout, comme disaient les inconnus. Et pourtant, comme le dit Lao Tzu, pour être en mesure de recevoir un enseignement, il faut admettre que l'on ne sait pas tout. Par ailleurs, notre époque semble marquer un tournant. Pour la première fois, avec l'informatique, les jeunes n'ont-ils pas quelque chose de spécifique et qui devient indispensable à apprendre aux plus anciens? Sur ce point, l'expérience des anciens ne s'oppose plus à l'ignorance des jeunes. Là, les jeunes bénéficient d'une sorte d'expérience innée, d'une expérience par anticipation, comme une capacité potentielle avait été acquise par eux quasi congénitalement, faisant apparaître en négatif un trou, un vide dans le savoir de la génération précédente qui ne semblait pas jusque-là pourtant porteuse d'un quelconque déficit. Cela interroge le sens de la transmission. Adieu le dicton « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », car jeunesse sait et vieillesse ne peut pas, mais peut-être est-ce vieillesse croit savoir et vieillesse croit ne pas pouvoir, ou bien jeunesse croit savoir et vieillesse dévalorise ce savoir. Il semblerait toutefois que la génération actuelle d'adolescents ne s'en sort plus si bien avec l'informatique et elle serait plutôt au top pour les réseaux sociaux. Nous pourrons en parler. Je souhaite m'adresser tout d'abord aux plus jeunes d'entre nous, lycéens et étudiants, et à leurs professeurs qui ont tout mis en œuvre avec leur administration pour que l'intergénérationnel soit concrètement réalisé au cours du colloque et sur les 3 jours. Il y aura des classes différentes. Nous en sommes honorés, heureux et nous vous souhaitons la bienvenue. Un des objectifs principaux de ce colloque, c'est de savoir ce que vous, les jeunes, vous entendez par transmission, ce que vous attendez de la transmission de la ou des générations précédentes, ce que cela signifie pour vous, quelle forme vous aimeriez la voir prendre. Est-ce que c'est quelque chose de quotidien, d'occasionnel ou des cérémonies? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être laissé à certains? Comment sentez-vous sa présence dans votre vie de tous les jours et comment aimeriez-vous la ressentir? Comment la mettre en œuvre? Est-elle utile, indispensable, nocive? Existe-t-elle de fait par essence humaine et alors rien ne peut l'empêcher, reste à la mettre en forme et en application? Comment la voyez-vous dans la vie des générations actuelles et futures? Attendu que le petit homme est le petit animal le plus fragile de tous, qu'il ne tient debout qu'à 1 an, ne parle que vers 3 ans, dépend de façon vitale de l'autre et des autres qui l'entourent, et cela jusqu'à un âge avancé, est-ce que la transmission se traduit par ce moment de protection particulière indispensable lié à la prématuration, à la néothénie selon l'interprétation par Lacan de la théorie adaptative de Bolk? Ce moment le rend complètement dépendant à tout point de vue de son environnement. En somme, on aurait la transmission de la vie et de ce qu'il faut pour la survie, pour sauver sa peau. Ou bien est-ce que la dimension de la transmission est tout autre? La transmission s'éloignerait de l'instinct, c'est autre chose. Ou bien est-ce que la transmission s'oppose à l'instinct? Est-ce qu'elle le complète tout en le pervertissant à certains égards? Est-ce que dans le règne animal, l'exception de l'humain, du fait que nous sommes des êtres de langage, a perverti l'instinct par ce monde des mots qui est si merveilleux, mais si dangereux et si indispensable pour nous désormais, puisqu'il est devenu vital? Est-ce que le langage a supplanté l'instinct parce qu'il a laissé entre les mots une place pour la relation qualitative et l'attachement que de nombreux psychiatres et psychanalystes comme Winnicott et Bowlby ont mis en évidence? Au total, est-ce que la transmission est du même ordre que ce qui appartient à notre ADN? Est-ce qu'elle s'y rajoute et appartient à notre épigénétique? Ce qui se transmet est-il inné, acquis ou les deux? Peut-on attendre la transmission comme une capacité, entendre la transmission comme une capacité qui serait transmise par des moyens eux-mêmes transmis, de savoir comment rester en vie? Mais ce point étant acquis, le plus important pour l'humain n'est-il pas de savoir que faire de sa vie,
savoir comment avancer dans la vie et surtout quel sens lui donner. Transmettre serait alors transmettre des capacités en puissance, comme dirait Aristote, et transmettre des outils par l'établissement de relations qualitatives permises aux êtres de langage afin qu'ils les utilisent à leur tour pour inventer leur vie et réaliser leur individuation. Est-ce que le futur des humains sera complètement différent du passé ou bien quelque chose de profondément humain restera-t-il quelle que soit la civilisation ? C'est cela que la transmission aurait alors à charge de réussir au travers d'une transmission qui n'est pas importante par les formes qu'elle prend, qui font la différence d'une civilisation à l'autre, mais par l'existence du symbolique sous différentes mises en forme, parce qu'il représente l'humaine condition. D'où le fait qu'il y ait eu et qu'il y aura différentes civilisations tout aussi humaines et d'ailleurs tout aussi d'autres inhumaines. Pour ma part, une des transmissions les plus importantes à réaliser, puisqu'elle se trouve ou devrait se trouver dans toutes les activités humaines, serait celle du soin lui-même. Nous l'avons dit à propos du petit homme, mais cela se poursuit tout au long de la vie des êtres humains, car nous sommes tous vulnérables, quel que soit notre âge, quelles que soient les formes que prennent nos vulnérabilités. Pourtant, depuis quelques décennies, on voudrait nous faire croire le contraire. Il n'y aurait pas de vulnérabilité structurelle, pas d'impossible, pas de manque qu'on ne puisse combler. Nous sommes dans la société des superlatifs, on n'évoque que le côté déficitaire de la vulnérabilité. Force est de constater aujourd'hui, où les moyens de communication si développés et rapides nous donnent accès à ce qu'on appelle faussement l'information, en instantané, les formes terribles que prend la vulnérabilité humaine, aussi bien dans les crèches et les écoles que dans les EHPAD. Mais si la vulnérabilité apparaît de nos jours sur un versant déficitaire et indigne, que dire de la vulnérabilité non déficitaire, la vulnérabilité ontologique, inscrite dans l'humain depuis la naissance jusqu'à la mort ? Pourquoi nier ce côté structurel de la dépendance à l'autre, aux autres, et son corollaire, la nécessité du soin dans toute société ? Si le soin ne dépend pas uniquement du savoir des soignants, mais résulte d'un dialogue, d'une dialectique, d'un lien, d'une relation entre soignants et soignés, il en va de même pour la transmission. Pourquoi ? Quel est le point commun ? Cela tient au langage. Dans toute relation, le langage vient poser ses limites par sa structure et introduire de l'indicible, ou plutôt laisse une place vide, l'indicible de Wittgenstein. Là, tout ce qui constitue une relation entre par-l'être, comme Lacan appelait les êtres humains parce que ce qui les spécifie, c'est qu'ils parlent, introduit une place de possible, même si cela n'efface pas complètement pour autant la perte, le manque. Nous ne pouvons pas dire tout le réel. Il y a une incomplétude du symbolique. Je cite le livre de Mustapha Safwan, qui est un psychanalyste contemporain décédé il y a peu d'années, dans L'inconscient à demi-mot. Aucune société ne peut offrir à chaque être humain une intégration symbolique complète. Il y a des failles, des ruptures. C'est ce qu'on appelle le réel, dont Bachelard disait dans le Nouvel Esprit scientifique, devançant Lacan, qu'il était ce qu'on n'a pas encore su penser. C'est pourquoi Lacan va développer la fonction paternelle à partir des trois registres, symbolique, imaginaire et réel, avec les trois instances de la paternité, le père symbolique, le père mort, le père imaginaire, le père idéal, et le père réel, agent de la castration. C'est au père réel que revient la fonction de transmettre la loi. Lui-même y est soumis, et de ce fait, il peut s'en émanciper et s'autoriser à l'interpréter. Ce qui ne veut pas dire qu'il fait la loi, mais qu'il a pu aussi s'autonomiser par rapport à sa propre version du père. Voilà sans doute un point très important de notre colloque, la transmission de la loi, nous le verrons. Safwan, cette fois dans la civilisation post-oedipienne, rappelle une autre transmission par le père. Je le cite, « Je pense à moi-même comme à une énigme. Cette énigme existe parce que l'être n'est pas une identité, ni une qualité inscrite au fond de l'individu. Si tel était le cas, la chercher aurait suffi à la trouver.
mais c'est du lieu de l'autre ou de ceux qui se trouvent pour lui à cette place, à savoir ses parents, que le sujet parlant reçoit son nom. Nom qui pallie le manque de l'identité en faisant appel à l'identification. Opération qui n'a rien à faire avec la connaissance, mais qui n'en constitue pas moins un acte de reconnaissance qui ressortit à une transmission. Et pour aller dans ce sens, selon Karl Strello, qui est un ethnographe qui a beaucoup parcouru l'Australie centrale, le mot aranda Tnakama signifie à la fois appeler par le nom, mais également avoir confiance en et croire. Et plus loin, et je cite une dernière fois Safran, dans son livre sur le suicide, Durkheim consacre des pages remarquables à l'analyse de l'idée de Jérémie Bentham du bonheur pour le plus grand nombre et du calcul hédoniste basé là-dessus. Sa description rappelle d'une façon étonnante celle faite par Freud du concept de la pulsion. Laissée sans une loi qui lui assigne une limite, la quête du plaisir ne peut que livrer l'homme à une répétition sans fin dans une sorte de retrouvailles qui jamais ne trouvent leur objet. Un état d'anomie s'installe qui tend à devenir particulièrement intense pendant les périodes de l'abondance. Si j'ajoute à cette analyse le rappel du principe du droit au bonheur et à l'amour qui imprègne la culture des masses, je tends à penser que le néolibéralisme a encore un bel avenir devant lui, malgré ses effets négatifs, et que la cure par la parole ne peut que s'étioler dans une civilisation du marché, de demande et non pas de désir. Nous développerons cela pendant ces 3 jours. Pour cette raison, la première chose à transmettre n'est-elle pas justement la connaissance de l'impossible lié au langage et la façon de faire avec ce fait de structure dont nous venons de parler. Et le corollaire est de transmettre aussi l'assurance évidente, pourtant, que depuis l'origine, l'humanité fait avec ça, comme elle le peut, parfois bien, parfois moins bien, parfois mal. Ainsi, les formes comprises certains patriarcats poussent à le rejeter en bloc, sans analyse des causes. Par ailleurs, de même que le soin dans le domaine de la santé a pour objectif de permettre au sujet, après la guérison, d'inventer une nouvelle forme de vie, comme le dit Canguilhem, de même, il s'agit dans la transmission de donner le bagage, les outils, mais aussi l'espérance et la force d'inventer chacun sa forme de vie de manière singulière. Cela ne peut se faire sans l'autre, quelle que soit la forme que prend cet autre, ces autres, ce collectif, pourvu qu'il soit humain, favorable qualitativement. Et c'est là que se place le trans de la transmission, c'est le même trans que celui d'une des acceptions du transfert, c'est cette confiance qui permet que puisse surgir, jaillir, se compléter au fil des jours, cette création qu'est le mode d'être au monde de chaque sujet, et que se met en place une sublimation qui est la façon incomplète et non sans vulnérabilité de faire face à la vie dans ses épreuves, parce que la confiance que l'autre a montrée a permis d'instaurer la confiance en soi, sans laquelle il est impossible d'avancer. Mais cette confiance ne sera pas jamais totale, elle sera toujours réinterrogée, remise en doute, et laissera souvent le sujet seul face aux épreuves, mais toujours accroché à une main tendue ou à la parole d'un autre. Je voudrais attirer l'attention sur l'illusion, voire le piège que constituent tous ces mots qui commencent par « auto », tels que autonomie, autodétermination, qui paraissent des choses données, voire même à revendiquer, alors que dans la plupart des civilisations, elles sont un chemin, un travail vers leur réalisation jamais totalement possible. Le travail de toute une vie, la recherche du philosophe depuis 25 siècles. Chacun ne peut jamais atteindre qu'un certain degré d'autonomie. Paradoxalement, plus il avancera dans sa vie, plus il comprendra par expérience que l'autonomie est comme l'horizon, cette ligne imaginaire qui recule quand on avance. Nous sommes dépendants les uns des autres et vulnérables. Et cela n'empêche pas de chercher à se réaliser pleinement dans une vie, mais ne pas être lucide dès le départ et feindre d'ignorer l'existence de limites
est ce qui empêche le plus de se réaliser pleinement, de faire les bons choix pour une vie, disons, réussie aux yeux du sujet lui-même. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción, dice Paulo Freire. Ainsi, l'éducation ne doit pas avoir pour objectif de transmettre au sujet en formation l'évidence que le collectif est premier et le sujet singulier second, que le sens d'une vie, c'est de mettre en place le degré d'autonomie possible pour chacun et que le collectif devrait être là pour permettre que se réalise et s'épanouisse ce singulier en chacun de nous, dans un état de droit réel et social par définition, qui pour l'instant a plutôt pris le nom de démocratie, mais dont on perçoit sa perfectibilité, sa difficulté à se maintenir, ses propres vulnérabilités, là aussi, un régime que l'humanité cherche depuis la nuit des temps sans l'avoir réellement trouvé. Pour l'instant, les dérives de la liberté telle qu'elle est comprise actuellement risquent d'entraîner des régimes où le collectif rigide et violent, sous prétexte de faire rentrer dans le rang ceux qui sont dans ces dérives de liberté, fera basculer une fois de plus dans l'histoire la démocratie. Je m'achemine vers la conclusion à travers la clinique contemporaine. Nous ne souhaitons surtout pas que ce colloque puisse paraître sombre et pessimiste. Nous ne voyons pas dans le passé la seule façon de fonctionner de manière correcte d'une civilisation. Au contraire, nous avons évoqué que cela dysfonctionnait aussi, puisque cela avait pu être le règne du patriarcat dans son sens négatif et inégalitaire. Ce colloque se veut comme une alerte, un appel à admettre que bien des choses vont mal, que ce soit dans l'éducation, la santé, la famille, la cité, et que le déni n'est pas ce qui fait avancer les choses. L'analyse, aussi objective que possible, du passé, dans ses grandes actions pour les commémorer et en transmettre le symbolisme, comme dans ses terribles erreurs pour montrer les conditions reproductibles de leur survenue et permettre à une volonté morale de les repousser, donc l'analyse du passé, et la lutte contre le refus de la réalité qu'exprime la nature, au nom d'une illumination enfin advenue, vous voyez ce que je veux dire, sont des moyens sine qua non pour construire un meilleur avenir selon la formule consacrée. Seule la lucidité, et j'insiste à nouveau, attention à ne pas la confondre avec certains éveils, et l'analyse aussi objective que possible de ce qu'on observe dans le dysfonctionnement des institutions, associée à la volonté d'y remédier ensemble, peuvent permettre aux citoyens de retrouver l'espérance et des solutions progressives permettant à l'humanité de surmonter ce moment difficile comme elle en a surmonté d'autres. Le XXe siècle, et Martin Brunswick nous l'a bien rappelé, regorge hélas d'exemples où l'humanité a failli se perdre. Ne retombons pas dans les mêmes pièges ou dans des pièges symétriques ou inversés, sachons transmettre l'humain sans illusion. Nous avons choisi, en connaissance de cause dans ce colloque, de montrer les difficultés que le fait d'être un être parlant dans un corps vivant parlant comporte, mais aussi comment l'humain s'en sort, comment il fait avec cette difficulté depuis toujours tant bien que mal, puisque rien n'est complètement joué d'avance. Il s'agit de tenter de montrer, contrairement à ceux qui pensent que la technologie, au travers de la science, fera de l'homme un transhumain, que la technologie pourrait vouloir empêcher l'homme de s'interroger sur son existence et sa finitude. Ne pas oublier que c'est la technique qui doit être au service de l'humain et non l'inverse. Il y a donc des limites qui nous sont données, mais il y a des limites que la société doit se donner pour que le collectif puisse remplir son rôle d'accueil, de protection, de transmission, de cadre, de normes, pour que le sujet puisse émerger et se réaliser. Notre société, en ne reconnaissant les vulnérabilités que comme déficitaires, ne donne pas à chacun le moyen de faire émerger ses propres capacités d'invention et de création, dont elle pourrait, cette société, après pourtant bénéficier pour tous. Parallèlement et paradoxalement, le néolibéralisme, en créant des normes très dures et en imposant la compétition comme rapport social, alors qu'il n'a pas donné
par transmission et éducation les moyens au sujet de les atteindre, est en grande partie responsable des symptômes de la clinique contemporaine. Je pense qu'une transmission bien faite et également bien comprise mènerait au développement du sentiment d'émulation plutôt qu'à celui de compétition qui fait tant de ravages dans ce néolibéralisme pourvoyeur de superlatifs. Donner un sens à leur vie est la chose que seuls les humains recherchent par-dessus tout, mais c'est pour eux vital, et on ne peut donner un sens à sa vie dans l'individualisme. Car le toujours plus pour soi mène à la mort, et la clinique contemporaine nous montre ce phénomène croissant des addictions, des suicides, de la violence, de la haine. Je voulais évoquer aussi la dette de vie, qui n'est plus vraiment reconnue, sans doute du fait qu'on peut fabriquer un humain comme on fabrique une voiture. Ne plus reconnaître cette dette, c'est s'affranchir du passé, de l'antériorité, mais aussi de l'autorité et de l'altérité, les 3 grands A de Jean-Pierre Lebrun. Il nous l'a expliqué dans les colloques successifs, et il en dira sans doute un mot demain. On doit aussi transmettre la reconnaissance de cette dette de vie. Par ailleurs, j'ai toujours été très déçue dans les projets de programme de l'éducation nationale par le manque de respect que représente pour moi le fait de penser a priori que les générations actuelles seraient incapables de surmonter les difficultés que nous avons nous-mêmes rencontrées et surmontées, et de ne pas leur donner des armes pour cela. Ne pas transmettre les outils pour lutter dans la vie et surmonter les difficultés que toute vie va apporter tôt ou tard, c'est manquer à son devoir de transmission, et l'effort et la patience, garants de la bonne temporalité, sont parmi ces outils indispensables. Ce n'est pas en disant qu'il n'y a pas de difficulté pour passer de l'enfance à l'âge adulte, qu'il y a juste à laisser faire chacun comme il le sent, que tout est positif, qu'on empêchera que dans la réalité, il y ait bien ces difficultés à affronter. Il n'y a pas de parole magique. Pour évoquer ces points très terre-à-terre que sont la lecture et l'orthographe, si des générations ont été capables de lire et d'apprendre l'orthographe, qui n'est autre que l'histoire de l'évolution de la langue et donc notre évolution humaine, penser que les générations actuelles ne sont pas capables de le faire, c'est un manque de respect total envers ces êtres parlants dans ces corps vivants en formation. Réinterrogeons tout ce que l'on a mis en place, parfois en croyant bien faire, parfois en regardant comment le collectif peut coûter moins cher et en se trompant de priorité, parfois en mettant en avant des projets de recherche personnelle plutôt qu'en désirant le bien commun, et n'hésitons pas, dans certains cas, à revenir à des méthodes qui sont peut-être anciennes, certes démodées, puisque maintenant la mode ici et maintenant ne dure qu'un instant, mais qui ont fait leurs preuves parce qu'elles ont tenu dans la durée. C'est la façon d'appliquer la méthode qui a toujours fait la différence pour le résultat. C'est toujours le soin. De l'instituteur pervers qui maniait la baguette, ou pire, à celui qui, dans la bienveillance et le temps humanisé, croyait en la capacité de ce petit être en train d'advenir. Certains qui se sont un peu perdus en route gagneraient à retrouver le chemin d'une scolarité qui à la fois ne fait pas fi des limites et des difficultés et ne berce pas d'illusions. Cela ne se fait pas tout seul et sans effort. Une scolarité qui donnerait un appui au sujet et développerait la confiance en lui-même en faisant des adultes qui devraient être à leur service une présence capacitaire, un exemple, nous en reparlerons au cours de ces journées, au moins dans leurs fonctions, que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il vaut la peine de devenir adulte, une façon de développer ou au moins de garder ce qu'en psychanalyse on appelle le désir. Enfin, montrer qu'il y a loin entre ce que pourrait faire la raison, si elle était seule en chacun et si elle n'était pas contrebalancée par la passion, c'est un vaste sujet, là encore, que l'humanité traîne avec elle. Montrer qu'acquérir cette raison permet de dépasser un peu les conséquences de la passion et qu'en tout cas elle est au programme de l'éducation est certes nécessaire, mais sans renier l'existence de la passion et sans la minimiser, au contraire, en lui faisant une place, et c'est toute l'importance des humanités et de la littérature dans l'éducation.
découvrir les passions, parce que souvent, c'est ce qui rend la vie belle. Nous devons, a priori, la confiance aux générations qui viennent, mais pour cela, il faut avoir eu le courage de leur transmettre non des illusions, mais des réalités reconnues dans toutes les civilisations et depuis l'origine de l'homme, et leur montrer que chaque génération a eu et aura des difficultés plus ou moins grandes avec l'universel. Depuis toujours, cela passe par le langage. Or, entrer dans le langage, c'est entrer dans un monde de limites qui, on le voit bien chez les enfants qui en sont à cette étape-là d'entrer dans le langage, est incompatible avec le fait de rester dans le monde de la toute-puissance. Reste la sublimation, le rêve, la poésie, l'idéal, mais les illusions doivent tomber. Pour conclure, je dirais que dans les choses à transmettre, il importe d'inclure que nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes autonomes, autodéterminés. Nous sommes dignes parce que nous sommes humains, vulnérables et sociaux. Je voudrais terminer mon introduction par la lecture d'un petit morceau d'un livre magnifique que m'a fait découvrir Alain Petit, intitulé « Le chant des pistes » de Bruce Chatwin. C'est un retour aux sources des tout premiers hommes nomades et donc un retour aux sources de la transmission. Cela se passe en Australie, cet immense continent composé de territoires complètement différents les uns des autres, avec toutes sortes de climats, entraînant toutes sortes de végétation, et donc des mondes vraiment différents qui se côtoient. Wendy est une Américaine venue en Australie pour étudier la faune et la flore, et elle s'adresse à un autre personnage, lui aussi venu de l'Australie, plutôt comme venu découvrir l'Australie, plutôt comme un anthropologue. Wendy ajouta que, même aujourd'hui, lorsqu'une mère aborigène remarque les premières manifestations de la parole chez son enfant, elle lui laisse manipuler les choses de ce pays, les feuilles, les fruits, les insectes. Sur le sein de sa mère, et il parcourt des milliers de kilomètres avant d'atteindre les 3 ans de la parole, sur le sein de sa mère, l'enfant va jouer avec la chose, lui parler, la portera à sa bouche, apprendra son nom, le répétera, avant de s'en débarrasser. Nous donnons à nos enfants des armes et des jeux électroniques, dit Wendy. Elle leur donne la terre. Et un peu plus loin, il dit « Le chant demeure qui nomme la terre sur laquelle il chante. » Nous avons donc de belles choses encore à transmettre. Voilà. Donner peut-être la parole à Alain Petit, d'après le... Voilà, on n'est pas très en retard, donc Alain Petit. Et puis je te laisserai... Et après, on prendra un temps de discussion après l'intervention d'Alain. Si tu veux prendre place... Oui, je pense. Bien. Oui. Je vais aller voir si Jean-Pierre Lebrun. Avant de passer la parole à Alain Petit, deux petits mots. Enfin, d'une part, remercier évidemment, mais elle s'en va, Marie-Elisabeth Sanselme pour ce qu'elle a dit. Elle a presque tout dit. Et donc, nous allons devoir essayer de nous glisser dans les interstices de ce qu'elle a amené. Voilà, ça c'est pour remercier la Marie-Elisabeth pour cet exposé remarquable. Et alors, je suis très très heureux là d'accueillir Alain Petit. Je vais le présenter, vous le connaissez sans doute puisqu'il est de Clermont-Ferrand, il est philosophe, il est enseignant à l'université ici à Clermont-Ferrand. Mais c'est pas de ça dont je vais parler. Je vais parler de deux petites choses. C'est d'une part le fait que l'année dernière, j'ai eu le plaisir... nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, de passer un bout de soirée ensemble. C'est quelqu'un de très, très passionnant. Donc j'ai un très bon souvenir là, de mon premier contact avec lui. Et alors, il se fait qu'aujourd'hui, en déambulant ici dans le hall d'entrée,
et regardant un peu les livres qui étaient exposés, j'ai vu qu'il a dirigé la publication d'un livre dont j'ai oublié le titre, mais en relisant un peu le 4e de couverture, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était un livre sur les erreurs. C'est bien ça, Oui, hein? Et les erreurs, il y avait une très belle expression, enfin moi je dirais les erreurs fructueuses, mais c'est peut-être pas celle-là, ou les erreurs enseignantes, hein. Alain va peut-être me dire, lui, quel est l'adjectif qu'ils ont utilisé, hein, mais je dirais les erreurs instructives. les erreurs instructives, voilà. Je suis sûr que c'est dans ce sens-là qu'il va nous parler, et donc je suis très heureux, hein, de lui céder la parole maintenant. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque, qui est le 13e à présent. 13e. C'est ça. Comme disait Nerval, la 13e revient, c'est toujours la première. Merci à Marie-Elisabeth en particulier. Donc, je prendrai le sujet sous un angle un peu particulier. J'ai intitulé la communication d'aujourd'hui « La transmission prise à revers ». Bon, je n'ai pas l'intention d'assombrir davantage l'atmosphère probable du colloque, mais je voudrais d'abord m'interroger sur le « encore » qui figure dans l'intitulé du colloque lui-même. Pourquoi nous posons-nous la question « transmettre encore » ? Est-ce à dire que nous n'ayons plus le désir de le faire ? Est-ce à dire que nous soyons pris de désespoir à l'idée que ça ne soit plus possible ? Que dorénavant ce soit une tâche qui soit devenue écrasante ? Ou bien, autre possibilité, est-ce à dire que nous n'ayons plus rien à transmettre et que tout ait été transmis ? Tout est dit et l'on vient trop tard, comme disait La Bruyère. Bon. Ou bien encore, sommes-nous dans une sorte de crise de la transmission, ce que je croirais davantage, oui. Sommes-nous dans une situation d'anomie où la transmission n'irait plus du tout de soi ? On en a eu d'ailleurs déjà quelques signes dans les propos qui ont précédé. Qu'est-ce qui a mis en crise la transmission ? S'agirait-il d'un phénomène technique, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, me semble-t-il ? On en avait déjà les signes avant-coureurs dans des réflexions sur les médias, par exemple celle de McLuhan, mais aussi, je pense à Guy Debord, maintenant un peu sous-estimé ou presque disparu, bien qu'il ait eu beaucoup de, par exemple, sinon de disciples, du moins de compagnons en Belgique, par exemple, hein, je pense à Van Hegen, ceux qu'on a appelés les situationnistes, mais Guy Debord est un philosophe, non des moindres. Je pense aussi à Bataille, qui fait figurer parmi ses inspirations. La transmission a-t-elle été en quelque sorte rendue brutalement obsolète par des considérations techniques, effacée. Peut-être effacée aussi par son hubris, par son excès d'ambition, et c'est plutôt cela que je voudrais considérer plus particulièrement. Je parle de volontarisme de la transmission, et c'est ce volontarisme que je voudrais examiner, non pas pour évincer tout désir de transmission, mais plutôt pour m'interroger sur ce que pourrait être une façon d'atterrir, comme a dit un philosophe, et non des moindres récemment disparu, Bruno Latour, qui a d'ailleurs contribué aussi à l'analyse de cette question, regarder le terrain de la transmission de plus près, plutôt que de renchérir dans une ambition de plus en plus grande, d'autant plus grande qu'elle est souterrainement plus ou moins consciente des limites qu'elle rencontre. Et plus elle rencontre, plus elle fait de la surenchère dans le volontarisme. Bon. Pourquoi est-ce que je parle de volontarisme ? Le volontarisme, ça consiste à penser que vouloir transmettre suffira à transmettre. On aura donc un certain nombre d'angles morts de l'analyse. C'est ce que j'appelle la transmission prise à revers. Ces angles morts
tiendront à une sorte de négligence, une négligence qui est un trait structurel du volontarisme. Il ne veut pas le savoir. C'est une des définitions de l'inconscient. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une des définitions possibles de l'inconscient. Il ne veut pas le savoir. Il ne veut pas savoir ce qui le gêne, ce qui le limite, ce qui l'entrave. Bon. Y a-t-il de l'intransmissible ? Commençons par nous poser la question. Le volontarisme serait d'autant plus grand qu'il affronterait alors une tâche qui serait une contradiction dans les termes. Transmettre l'intransmissible sans savoir que c'est intransmissible, c'est un peu comme Sisyphe qui doit toujours remonter la pente qu'il ne peut que descendre. Bon. Qu'est-ce qui est intransmissible ou qu'est-ce qui pourrait bien être intransmissible ? Parce que je ne vais pas me prononcer sur le fait. Du moins pas d'emblée. Alors, distinguons des objets de transmission pour le comprendre. Il faut évidemment faire une analyse plus feuilletée. Qu'avons-nous à transmettre ou que transmettons-nous ? Il faudra encore déterminer ce « nous », bien entendu. S'il s'agit d'informations, l'intransmissible est un intransmissible limité. Confère les travaux remarquables de Michel Serres dans sa période clermontoise. Il faut quand même lui donner adresser ce salut post-mortem. Les Hermès, les 4 Hermès, en particulier les 2 premiers. Hein. Hermès ou la communication, même le tout premier, qui réfléchit sur ce qu'il en est du bruit de fond, ce qu'il en est du brouillage. Il se fondait sur la théorie de l'information qui avait été élaborée à partir de 1944 aux États-Unis. Bon. Alors, ce n'est pas tellement de cet intransmissible-là que je voudrais maintenant m'enquérir. Outre l'information, et d'ailleurs ce n'est pas tellement de cela que nous voudrions parler dans ce colloque, je pense, il y aurait les normes, ce qui vaut. Ce que l'allemand appelle « Wert ». Ce qui vaut est-il transmissible ? Comme l'est l'information, il faut évidemment se garder d'une méprise qui consisterait à le croire. Ce qui vaut ne se transmet pas comme se transmet l'information, et c'est alors que l'intransmissible commence à nous guetter. Y a-t-il dans l'entreprise même de transmission de l'intransmissible, un peu comme un acte qui consisterait à ne pas voir ce qui le rend possible? Ou bien encore, et alors il faut s'interroger sur la temporalité de la transmission. L'écart temporel, s'il existe, entre 2 générations, ou plusieurs générations. Alors, je sais bien que cet écart passe pour existant et pour important, mais la philosophie nous apprend qu'on ne prend pas ces choses pour allant de soi. Donc, pourquoi n'y aurait-il pas contemporanéité entre différentes générations ? Après tout, vous parliez de loi tout à l'heure. Que je sache, la loi vaut pour plusieurs générations en même temps, mais aussi bien la morale, à moins d'être très naïvement relativiste. On pourrait même imaginer que ce qui vaut puisse valoir pour toutes les générations. Après tout, il y a des philosophes qui l'ont pensé. Puisque précisément la morale n'appartiendrait pas à l'ordre du contingent. On pourrait citer Kant, parmi les, je crois, de loin le plus important à cet égard. Donc, toute génération aurait à transmettre une certaine forme d'éternité. Auquel cas, le pathos de l'écart entre générations commencerait à passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un épouvantable poncif. Mais enfin, à supposer même que ce qui est transmissible le soit pour toutes les générations.
Après tout, s'il s'agissait de la vie, c'était bien aussi de cela qu'il s'agissait. S'il s'agissait du symbolique, ou si vous voulez, pour le dire en des termes moins strictement, disons, cogévo-lacaniens, s'il s'agissait du langage, de même. Donc, toute génération aurait à transmettre quelque chose qu'elle aurait reçu, mais il n'est pas assuré pour elle, et c'est là mon principal problème en fait, qu'elle puisse le transmettre comme elle l'a reçu. Transmettons ce qu'on a reçu comme, et j'insiste sur ce terme, on l'a reçu. En d'autres termes, n'y a-t-il pas déperdition dans la transmission? Ce que j'ai proposé d'appeler une forme d'entropie. En empruntant ce terme aux sciences de la nature, puisqu'il s'agit de la dégradation de la qualité de l'énergie, mais en tentant de le transposer à un autre champ qui est celui des sciences humaines et sociales, comme on les appelle maintenant. Bon. L'entropie culturelle, cela existe-t-il? Je le crois. Et si cela existe, qu'est-ce? Porte-t-elle sur la capacité de réception? Je voudrais considérer la transmission non pas du côté exclusif du transmetteur ou des transmetteurs, mais du côté des récepteurs. Parce que s'il y a déperdition éventuelle dans le temps de ce qui est transmis, il faudrait porter son attention non pas seulement du côté des limites ou des fautes du transmetteur, qui alors va battre encore plus sa coulpe en se disant « nous avons mal fait, qu'avons-nous raté ?» mais non exclusivement du côté du récepteur. Du récepteur, alors, il ne s'agit pas d'accabler les générations montantes, puisqu'après tout, nous avons tous été des récepteurs. Bien. Je braderai donc ma coulpe tout autant, s'il faut le faire. Un récepteur est-il toujours réceptif? N'est-ce pas une illusion de la part du transmetteur, et après tout, beaucoup ici le sont ou le seront, de croire que le récepteur auquel il s'adressera, singulier ou collectif, mais je dirais essentiellement singulier même dans le collectif, sera réceptif d'emblée, par nature, parce qu'il le veut tel. Non pas tellement pour se faciliter la tâche, mais par une sorte de pacte de connivence qui fasse que nous partagions ce qui est à transmettre. Si nous ne pensons pas pouvoir le partager, pourquoi voudrions-nous le transmettre? Mais ce récepteur plus ou moins réceptif ne l'est pas forcément par mauvaise volonté, et ce n'est pas dans cette voie que je vais m'engager. Mais entre le transmetteur et le récepteur, c'est maintenant ce point que nous devons considérer. C'est le trajet, c'est l'intermédiaire. Si vous voulez, c'est la transmission, plus que le transmetteur et le récepteur, mais encore plus précisément, ce sont les conditions de la transmission. Y a-t-il une entropie dans les conditions de la transmission? Qu'est-ce qui peut bien se dégrader? Alors, maintenant, je vous propose deux concepts qui seraient une façon de décliner plus précisément les modalités possibles de la transmission. Nous disposons à cet égard de deux termes au moins, qui se trouvent être des termes latins, mais que nous utilisons couramment en français. Celui de tradition. Et après tout, tradition, ça veut dire transmission en latin. Traditio. Bon. Traditio, c'est transmission. Mais dans le langage français contemporain, pas seulement français d'ailleurs, hein, voilà, si je me référais à l'anglais, la tradition en est venue à désigner une modalité particulière de la transmission. Et il faudrait s'interroger sur ce point, parce que là, nous commençons à avoir quelque chose de plus aigu. Une des philosophes, dont je salue d'ailleurs l'entrée au programme des classes terminales, enfin, déjà depuis quelque temps quand même, Hannah Arendt,
c'est celle qui a sans doute le mieux, ou l'une de celles qui ont le mieux réfléchi à la question, dans un recueil qui a été traduit en français sous le titre « La crise de la culture », et qui est, je citerai en anglais sous le titre, l'original, hein, « Between Past and Future », de 1961. Du moins pour le recueil d'articles, puisqu'il y en a qui sont antérieurs. Donc, Hannah Arendt attire l'attention sur le fait qu'il y a une érosion de la tradition. Vous voyez l'article qui en français s'intitule « La crise de l'éducation ». C'est un des points où on commence à être dans la cible. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que l'érosion de la tradition, à vrai dire? Pourquoi y a-t-il une tradition? Si cela s'érode, cela veut dire que cela nous précède. Et que cela nous précède de façon immémoriale, parce qu'une tradition, même si elle est historique, n'a pas, dans sa propre trame, de reconnaissance de son émergence temporelle. Donc son historicité doit être, et c'est un point important pour notre sujet, nécessairement l'objet d'une amnésie. Il y a une amnésie de l'émergence pour qu'une tradition puisse s'instaurer. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une autorité de la tradition. S'il y a une autorité forte de la tradition, la transmission n'est pas un problème, c'est un fait. Ce qui est traditionnel est transmis par soi, par le simple fait de la transmission, parce qu'il y a une autorité, il y a des garants de cette transmission. Mais s'il y a érosion de la tradition, nous retrouvons le problème que j'ai introduit en introduction. L'anomie, la crise de la transmission, va évidemment très nettement de pair avec l'érosion de la tradition. Laissez-la s'éroder encore, et la transmission devient de plus en plus problématique. Ça pourrait presque être une loi si les sciences sociales en ont. Mais je crois qu'elles en ont. La transmission ne pourrait plus s'accomplir, si je suis Hannah Arendt, comme si tout était demeuré fixe. Comme si, comme elle le dit dans une phrase que je vais commenter, qui est assez frappante, comme s'il n'y avait pas d'usure du monde. Et derrière l'érosion de la tradition, je retrouve chez Hannah Arendt une thèse plus importante encore. Je cite, je traduis une citation anglaise, « Parce que le monde est fait par des mortels ». Hannah Arendt parle toujours le grec dans son anglais ou dans son allemand. Elle parle comme un grec. Donc, parce que le monde est fait par des mortels, il s'use. Étrange. Qu'est-ce que c'est que l'usure du monde? Nous ne sommes pas accoutumés à parler de cela. Seulement, le problème, c'est de savoir ce qu'elle entend par monde. Elle n'entend pas par monde ce que la plupart du temps nous entendons par là. Il ne s'agit pas du monde naturel. Et parce qu'il change perpétuellement ceux qui l'habitent, il court le risque de devenir aussi mortel que, je traduis toujours, pour préserver le monde contre la mortalité de ceux qui le créent et de ses habitants, il faut constamment, alors l'anglais dit set right anew, le remettre d'aplomb à nouveau, ou le remettre d'équerre, parce que dire, comme pareil comme un charpentier, ou le redresser, c'est ainsi qu'on l'a traduit en français, autant que je me souvienne, à nouveau. Il faut toujours redresser le monde des mortels, ce qui veut dire que la tradition ne suffit plus. Donc transmettre, c'est aussi redresser. Salutaire avertissement, mais pas toujours pris en compte. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus faire fond, si tant est que nous ayons jamais pu le faire, sur l'allant de soi de ce que nous transmettons. Ce que nous transmettons ne va pas de soi. Alors, faut-il dire ne va plus de soi? C'est peut-être ce que diraient les passéistes impénitents, dont je ne suis pas, parce que qu'est-ce qui nous assure que quoi que ce soit jamais allé de soi? Bon. Il y a une attitude qui consiste à être traditionnaliste. Essayons de la décrire. Qu'est-ce qu'un traditionnaliste? C'est quelqu'un qui, voyant
la crise d'une tradition, parce que je ne crois pas que quand une tradition est vivante, on est à être traditionnaliste, cherche à tout prix à la maintenir dans son caractère le moins critique, en pensant par là, un peu comme le coyote qui poursuit le bip-bip sans jamais pouvoir l'atteindre, que la tradition se maintiendra si on la pousse à son plus grand degré de tension dans le maintien de ses formes présumées éternelles. Un traditionnaliste, donc, ne fait pas confiance à la tradition, et en particulier pas à sa capacité de survivre. D'où, évidemment, la tentation qu'il a de lui donner les caractères les moins susceptibles de se moderniser. Il la fige pour la sauver. Évidemment, en cela, il risque d'être extrêmement dupe de sa propre opération. La précarité du monde des mortels dont parle Hannah Arendt risque bien d'introduire une sorte d'abîme dans la transmission elle-même entre l'origine et la réception. Le transmetteur n'est pas assuré de la trajectoire de sa transmission. C'est comme si, lorsque vous accomplissez un pas, c'est le fameux paradoxe de Zénon d'Élée, entre le point où vous êtes et le point où vous voulez arriver, s'ouvrait un infini sous vos pieds. Ça serait le paradoxe d'Hannah Arendt. La transmission risque fort d'être une illusion pour le transmetteur ou les transmetteurs, parce qu'ils ne sont pas attentifs au fait que leurs propres actions singulières, en tant qu'elles interagissent les unes avec les autres, ont un certain effet qui est qu'ils changent les conditions de la transmission à chaque fois. Le décalage devient alors, en quelque sorte, virtuellement infini. C'est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Je vais aller un peu plus loin pour essayer d'évoquer, vous voyez, la genèse de cette entropie que j'introduisais tout à l'heure. Je ferai référence à un autre philosophe qui a d'ailleurs reconnu sa convergence, qui pourrait sembler surprenante à beaucoup, avec Hannah Arendt, à savoir Cornelius Castoriadis, philosophe d'origine grecque, ayant vécu en France l'essentiel de sa vie et de sa carrière, philosophe et psychanalyste, je tiens à le rappeler, qui s'est interrogé à la toute fin de son existence et de son œuvre. Il est mort en 97, et je cite un ouvrage de 96. La montée de l'insignifiance. Ce sont ses dernières réflexions. Évidemment, avoir achevé son œuvre là-dessus, ça veut dire quelque chose. Je cite donc Cornelius Castoriadis dans La montée de l'insignifiance, c'est la fin d'un grand ouvrage en plusieurs tomes, évoque un immense courant social historique qui fait que tout devient insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'il entend par l'adjectif insignifiant? Bon. Il faut lui donner un sens assez fort. Hein. Castoriadis, rejoignant cela d'ailleurs, mais sans le dire, parce que là il n'y tenait pas beaucoup, Guy Debord, bien avant, en 1967, La Société du spectacle, hein, disait « Cela veut dire que tout se vaut ». Ça ne veut pas dire, ou du moins pas essentiellement, rien n'a de sens, mais rien n'a de sens parce que tout se vaut. Dans l'ordre de ce qui vaut, il n'y a plus de distinction. Si vous voulez, ça veut dire indifférence des valeurs. Quelque chose comme ça. Bon. Alors, ce grand courant social historique, effectivement, un peu indéterminé, il faut le dire, dans sa désignation, par Castoriadis, est au cœur de notre sujet. Le diagnostic de Castoriadis converge avec Hannah Arendt, mais il est plus redoutable que le sien. C'est-à-dire que
presque 40 ans ont séparé ces deux diagnostics. Il s'agit maintenant de plus que d'un décalage dans la transmission. Il s'agit d'une possible décomposition des conditions de la transmission. Si tout devient indifférent, pourquoi nous soucions-nous encore de transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit? Est-ce que, et les transmetteurs sont affectés tout autant que les récepteurs, sommes-nous face à une anomie, comme disait Durkheim, cité précédemment, telle que nous soyons face à une sorte de nuit ou d'obscurité totale quant à ce qu'il s'agirait de transmettre? Nous errons dans la nuit? C'est ce que disait Debord à la fin. Alors, je ne suis pas sûr de me prêter à ce nocturne complet, hein, mais enfin, je voudrais quand même accorder quelque chose à Castoriadis. Castoriadis avait forgé le concept, il y a déjà longtemps, en 1900, un peu avant, dans les années 70-75, de monade psychique, que j'ai qualifié par un lapsus calami, mais certainement motivé comme un lapsus, dans mon texte de monade narcissique. Parce qu'il se trouve qu'elle l'est. Bon. Cette monade psychique, c'est le nouveau-né, dont on parlait, Marie-Elisabeth parlait tout à l'heure, mais avec cette particularité qu'il est strictement réfractaire à toute réception. Et je m'interrogeais sur le récepteur réceptif, mais là maintenant, j'ai en quelque sorte son antithèse. Le récepteur réfractaire. Alors, si je suis Castoriadis, et là on avance un peu dans la question des conditions normatives de la transmission, mais aussi de ce que Kant appelle la discipline dans les réflexions sur l'éducation. Grand texte. Foucault reprendra d'ailleurs la question exactement avec son kantisme sous-estimé mais réel, hein, la question de la discipline dans ses dernières œuvres. La discipline, c'est un concept négatif, dit Kant. Hein, c'est ce qui permet à un récepteur d'être réceptif. Alors, négatif, entendons-nous, ça ne veut pas dire que cela ne doit pas s'exercer positivement sur le sujet. Mais négatif en ce sens qu'il faut créer les conditions de la réception, d'abord, avant que positivement il n'y ait une transmission qui s'exerce. Le récepteur est tout sauf réceptif, dirait Castoriadis. Le récepteur putatif, présumé. Bon. Alors, le volontarisme que je décris sans vouloir frontalement le dénoncer, mais enfin, il y a des effets collatéraux, hein, c'est l'attitude qui consiste à faire fi de ce côté réfractaire d'un récepteur éventuel pour s'imaginer qu'il est d'emblée réceptif. Il faut le rendre réceptif pour qu'il soit récepteur. C'est ça la discipline, au sens kantien. Il faut donc, alors, cela dit, honorer à cet égard des précédents philosophiques, hein, ne fût-ce que Platon, le Platon des lois, qui a des réflexions intéressantes à ce sujet, et qui va d'ailleurs dans un sens très convergent, que Castoriadis d'ailleurs tenait à souligner, puisque le dernier Castoriadis était plutôt, si l'on peut dire, en proie à un grand retour à Platon. La transmission a ses exigences. Je viens de faire état de ces exigences négatives. Que faut-il rendre possible chez un individu, à l'état naissant, pour qu'il soit récepteur d'une transmission? Puisque, si je suis Castoriadis, mais je veux dire, Platon aurait très bien convenu à cet égard. Hein. Je ne vous cite pas sa description de l'enfant dans les lois,
c'est un animal sauvage. Mais prenons maintenant la transmission comme tâche. À quelle norme optimale s'agit-il pour elle de se conformer? Que faut-il qu'elle fasse? Bon. Alors, Hannah Arendt nous a averti de quelque chose quand elle parle de la précarité du monde des mortels. Il y a, dans la situation contemporaine, une forte turbulence qui affecte la transmission, quelle qu'elle soit. Une constante turbulence qui va donc rendre l'existence d'une tradition éminemment problématique. Il faudrait qu'une transmission traditionnelle ce fût une transmission assurée de son exercice, ayant en quelque sorte rendu optimales ses conditions de transmission, parce qu'il n'y aurait pas de modification des conditions d'existence d'une génération à l'autre, ou du moins, si tant est qu'il y en ait toujours eu, du seul fait de la natalité qui fait couple avec la mortalité dans cette phénoménologie qui est celle d'Hannah Arendt, cette turbulence serait mise entre parenthèses dans une tradition. Peut-être pas effacée, mais suspendue, c'est le mot. Une tradition, c'est une transmission où on peut suspendre la turbulence, l'amoindrir, l'estomper, de telle sorte que ceux qui transmettent soient assurés de la réception des récepteurs. Ils n'auront pas affaire à des rebelles. Ils auront nécessairement affaire à ce que Hannah Arendt appelle la nouveauté qu'apporte tout individu lorsqu'il apparaît dans le monde, lorsqu'il naît. Bon. Cette nouveauté ne sera jamais annulée par aucune tradition. Mais s'il y a une tradition vivante, alors, sans neutraliser cette nouveauté, elle la rend compatible avec la transmission. Mais alors, à quelles conditions exactement? Puisque cela maintenant semble difficile pour nous. Cet Eldorado de la transmission qu'est la tradition semble, s'il a jamais existé, s'éloigner de nous. Eh bien, n'oublions pas ceci. Je tiens d'autant plus à le dire, étant donné la profession qui fut et qui est encore la mienne, être enseignant. Bien, justement, n'aurions-nous pas une sorte de déformation, je m'adresse à ceux qui le sont, n'aurions-nous pas, ou à ceux qui pourraient l'être, ou à ceux qui savent qu'il y en a, une déformation professionnelle fâcheuse qui consisterait à croire que toute transmission s'exerce dans l'ordre de la conscience claire et que nous pouvons en maîtriser tous les chaînons précisément parce que nous aurions réfléchi à toutes les étapes sur le mode du programme. J'ai prononcé ce terme fatalitas. Bon. Mais précisément, je ne suis pas persuadé que la transmission se programme. Et s'agissant de la tradition, il est certain qu'elle ne le fait pas. Une transmission traditionnelle, ce n'est pas une transmission programmée, c'est une transmission transmise. C'est ça que veut dire tradition. Dans la tradition, tout est toujours transmis avec l'autorité de la transmission elle-même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fondateur. Et encore moins de programme. Le seul programme de la tradition, c'est de se transmettre, comme la vie. Derrida disait avec ironie « la vie est au programme », justement, le seul programme de la vie, c'est de se transmettre. En d'autres termes, sa finalité est dans sa transmission elle-même.
Mais s'il y a érosion de cette tradition, alors apparaîtra-t-il de plus en plus d'intransmissibles, ou bien faudra-t-il que nous réfléchissions, après tout, la crise de la transmission, ça peut être aussi l'occasion d'une réflexion plus aiguë, d'une lucidité plus grande, c'est la vertu d'une crise, à ce qui nous échappe dans la transmission, précisément parce que cela ne relève pas du projet conscient. Et même dans l'enseignement, cela existe. Un rationalisme bien compris ne consiste pas à surestimer le pouvoir de la raison, mais plutôt non pas nécessairement à penser qu'elle va rencontrer de l'adversité irréductible, ce que je ne crois pas, mais à s'interroger sur les transactions qu'elle doit passer avec ce qu'elle rencontre et qui se transformera en adversité irréductible si elle n'a pas pris conscience de son existence. La transmission que j'appellerais informelle. Ce qui nous échappe de la transmission ou ce qui se fait de soi. Alors, il ne faut pas, je ne voudrais pas jeter une pierre dans l'étang lacanien, mais enfin, cela dit, il y a plusieurs Lacan, donc ce n'est pas le problème. Hein, voilà, exactement. Donc, et puis je ne tardais pas à ce titre. Mais enfin, il peut y avoir un fétichisme du langage. Il ne faut pas d'ailleurs que Lacan, lui, soit tombé dans ce panneau. Il peut y avoir un fétichisme du langage qui fasse que précisément nous réduisions la toute transmission à son existence ou à son activité. Dans le transmissible, il y a du non-langagier. Peut-être, alors, on parlait d'exemple, et je pense que c'est un concept très important. Bon. La transmission par l'exemple n'est pas une transmission par le seul langage. Bon. Quand les Grecs, auxquels ici il pourrait être prudent et en tout cas intéressant de se reporter, quand les Grecs s'attachaient à ce qui valait sur le plan éthique, dans l'ordre éthique. Prenons Aristote, par exemple. C'est lui qui a élucidé le concept d'éthique. Il disait bien qu'en fait, ce qu'il s'agissait de transmettre était d'abord transmis à partir de réalisation de la norme dans le singulier, c'est-à-dire des exemples, de grands exemples, de telle ou telle excellence éthique. La justice, par exemple. Bon. On transmet par les actes, et alors, éventuellement, on est un exemple. Il peut évidemment y avoir à partir de là des discours qui cherchent à élucider ce que l'exemple exemplifiait ou apportait avec lui. Mais enfin, il a bien fallu d'abord qu'il y ait l'acte. Au commencement, comme dit un grand Allemand, est l'acte. Comme dit le Faust de Goethe. Le transmissible, s'il est de l'ordre de la norme, ne passe pas seulement par le langage. Et je dirais, vous voyez, même si nous devons affronter par le langage les lacunes du langage, encore faut-il que nous commencions à penser que le volontarisme en la matière, puisqu'il va mettre l'accent sur le formel, sur le conscient et sur le discours, risque fort de s'égarer. Parce qu'il n'aura pas suffisamment fait attention à l'existence de l'entropie, qui en quelque sorte mine sous ses pas cela même qu'il cherche à faire. Il est en terrain glissant, friable, mais il ne s'en rend pas compte. Je vais donc m'acheminer vers 2 points avant de conclure. Je voudrais faire un parallèle entre 2 modalités de la transmission,
qui se trouve porter les deux termes latins que j'évoquais tout à l'heure, traduction et transmission, puisque la traduction, c'est un des modes de la transmission. Bon. Alors, est-ce que ce parallèle va pouvoir nous aider? Alors, je citerai un autre grand Allemand sur ce point, un grand classique, Walter Benjamin. Dans un texte qui s'appelle La tâche du traducteur. Traduit, il y a une traduction qui est la sienne, mais je cite celle de Martin Broda. La tâche du traducteur consiste à trouver dans la langue dans laquelle on traduit l'intention à partir de laquelle l'écho de l'original est éveillé en elle. Alors, c'est un rapport de langue à langue, ici. Ce n'est pas un rapport d'esprit à esprit. D'autre part, le traducteur doit arriver à viser une certaine intention, un vouloir dire, ce serait plus juste pour traduire le terme de Benjamin, un meinen, un vouloir dire qu'il n'est pas assuré de déterminer ou de trouver, mais qui est en quelque sorte ce qui aimante sa propre tâche. La traduction possède avec la transmission un certain caractère commun, le décalage, l'écart, éventuellement l'écart temporel, mais ce n'est pas nécessaire. Le décalage ou l'écart, si je tire les leçons de mon parallèle entre traduction et transmission, est moins important que la question de la réception elle-même. Un traducteur est un récepteur actif. Alors vous allez me dire, peut-être que ça fausse un peu le parallèle. Et si vous me le dites, j'en conviendrai. Bon. Mais je voudrais user de mon parallèle, en tout cas, pour m'interroger sur ce que c'est qu'être un récepteur possible d'une transmission. Qu'est-ce qu'il faut que le récepteur fasse? J'ai suivi Benjamin en parlant de la tâche du traducteur, mais je voudrais maintenant m'interroger, on pourrait écrire un article qui s'appellerait la tâche du récepteur. Le récepteur, quelle est son attitude par rapport à la transmission? L'attitude, alors entendons-nous, précisons la question, souhaitable, optimale peut-être, faudrait-il dire. Ça va m'acheminer vers ma conclusion. Certainement pas le traditionnalisme, parce que le traditionnalisme, c'est une impasse. Mais le traditionnalisme est qui actuellement est particulièrement actif, et même virulent. Bon. Le traditionnalisme qui fige la transmission en voulant en quelque sorte lui redonner les traits informels, ce qu'on pourrait appeler, en citant Coiré commentant Bonald, il y a longtemps, l'évidence de l'autorité. Bon. Le traditionnalisme ne se recommande que de l'évidence de l'autorité. Et cela risque, en effet, cela est, je crois qu'il faut aller plus loin que cela risque, cela est une impasse. Bon. Mais l'attitude symétrique, quand il sera question dans le présent colloque, le refus de la transmission est tout autant une impasse. Et à vrai dire, je me demande, et ça c'est une contribution à une discussion éventuelle plus tard, je me demande dans quelle mesure ces deux attitudes que je scie dans une symétrie
traditionnalisme et refus de la transmission ne partagent pas un même concept de la tradition. Comme si le refus de la transmission était une attitude qu'on pourrait presque qualifier de puérile, voyant dans toute tradition une oppression éventuelle en tant que telle. À l'autorité de l'évidence, est-ce qu'on pourra mettre, en quelque sorte, par une antithèse peut-être un peu forcée, l'évidence de l'autorité en parallèle? Mais il faut se méfier de l'autorité de l'évidence si elle doit se retourner contre toute transmission. Qui est alors juge? Bon. Le sujet nous invite, me semble-t-il, à réfléchir sur le concept d'individu, en effet. Bon. Le récepteur réceptif ne serait ni traditionnaliste, ni réfractaire par principe, parce qu'alors il n'y a pas de réception éclairée. Je ne voudrais pas abuser du concept de réception critique, parce que le mot critique est lui-même sujet à multiples et même errantes interprétations, indéterminées. Bon. Mais enfin, si j'écarte ce que j'appellerais l'hypothèse nihiliste, qui semble bien être celle du dernier castoriadisme, et je ne lui envoie pas de pas à ce sujet. Bon. Si je ne fais pas l'hypothèse nihiliste, si je ne dis pas, par une sorte de désespoir ultime, éventuel, que tout en est venu à se valoir, et si quelque chose vaut encore, alors j'ai à m'interroger sur ce qu'on attend du récepteur, qu'il sache discerner ce qui vaut dans ce qui est transmis. Mais comment? De quoi devra-t-il user pour cela? Eh bien, ressuscitons un terme dont on pourrait penser, étant donné tous les sarcasmes dont on l'a accablé, qu'il serait obsolète, la raison. Peut-être devrais-je dire, terme que je préfère, la rationalité, même si maintenant je m'interroge sur le gain que l'on peut retirer du fait de substituer l'un à l'autre. Bon. Après tout, prenons le terme le plus ancien et qui vaut encore, la raison. Si je lui accorde le caractère critique, qu'après tout, une grande tradition philosophique lui accorde, ne serait-ce que la kantienne, un récepteur rationnel critique, qu'est-ce? Puisque c'est vers cela que je m'acheminais. Alors, ce n'est pas un individu qui serait devenu autosuffisant. Mais je n'hésiterai pas, pour ma part, à le qualifier d'autonome. Parce que si l'autonomie est un horizon, ça n'en est pas moins un trait structurel de l'agent moral, si j'en crois Kant. L'autonomie, je dois bien, en quelque sorte, l'attribuer au sujet rationnel agissant. Oui, je ne vais pas attendre qu'il l'acquiert, parce qu'alors il ne l'aura jamais. Donc, un individu qui n'est pas autosuffisant, qui n'est pas détaché du passé, sous le seul prétexte qu'il serait apparu dans le monde, d'une singularité en quelque sorte ravageuse et hubristique, qui ferait de lui en quelque sorte le seul maître, la raison ne commande pas que l'on veuille être seul maître. Ce qu'elle commande, c'est qu'on reconnaisse la loi, et pas seulement la loi morale, bon, mais aussi, me semble-t-il, celle de la vérité.
J'ai d'ailleurs du mal à distinguer les deux, à les dissocier, plutôt. L'individu n'est pas nécessairement individualiste. Et il faut s'interroger sur ce que veut dire individualisme, à vrai dire. Ce mot peut être pris en mauvaise part, il m'arrive de le faire, si seulement nous pensons que l'individu ne doit rien, qu'il n'a pas de dette, qu'il est dégagé de toute dette. Alors, l'autonomie devient une sorte de caricature d'elle-même, parce qu'alors, il ne s'agit pas pour lui, comme le dit Kant, d'être à lui-même sa propre loi, mais il s'agit pour lui de faire la loi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et qui la méprise vient du fait qu'on ne reconnaisse plus ce que c'est que la loi. Elle s'impose à lui en lui-même. C'est alors qu'il est autonome. Il la reconnaît en lui-même comme s'imposant à lui-même. Alors que l'individu qui voudrait faire la loi serait celui qui, n'ayant pas à s'interroger sur une loi s'imposant en lui-même à lui-même, pourrait faire la loi à tout autre. Seul maître de tout, précisément parce que son narcissisme aurait été poussé jusqu'au bout et qu'il ne reconnaîtrait plus de limites. En d'autres termes, l'individu qui fait la loi, c'est l'individu sans discipline, au sens que je disais tout à l'heure. Concluons. On a évoqué tout à l'heure, en passant, quelque chose d'important. C'est l'institution. Y a-t-il, dans l'anomie que l'on a discernée dans l'état actuel de la transmission, quelque chose comme une désinstitution? Oui, sans doute. Mais l'institution, alors attention à ne pas se méprendre également sur l'acception de ce concept. L'institution, ça n'est pas ce que l'on croit, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement reconnaissable, comme une sorte d'instance de pouvoir que l'on rencontre comme une pure adversité, parce qu'elle vient fixer des limites à votre puissance d'agir. L'institution, je l'entends au sens le plus large, qui était celui de Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique. C'est tout ce qui est transmis sans qu'on ait à s'interroger sur son origine et qui, en quelque sorte, donne un cadre à l'action des individus sans qu'ils aient toujours à ressaisir par eux-mêmes la raison d'être de cette activité. C'est pourquoi le langage est une institution, au sens où il l'entend, ou la monnaie, ou la parenté. C'est le sens élargi de l'institution qui va bien au-delà de ce que la langue contemporaine entend par là. Bon. S'il y a des institutions, il faudrait voir quelle serait la portée de cette hypothèse. Mais s'il y en a, alors la transmission est en effet en crise. Parce qu'elle ne peut plus faire fond sur cet allant de soi qui n'est pas seulement celui de la tradition, comme le croient les traditionalistes, ou leurs adversaires. C'est pourquoi je parlais de puérilité à propos de leurs éventuels adversaires. Parce que il faudrait que l'individu contemporain soit juge de tout ce qui est transmis à partir de sa seule singularité toute-puissante. Il faudrait que chacun de nous fût juge de ce qu'il peut recevoir, mais sur quoi fondera-t-il son discernement ? La désinstitution, c'est une sorte de, alors faut-il dire, de puérilité montante, qui rendrait alors une crise de puérilité montante, qui rendrait la transmission si problématique. Je conclus. Que serait être un partisan des Lumières dans l'analyse de cette crise de la transmission? Un partisan des Lumières est un partisan de l'émancipation. Il faut bien en convenir. Je me référerai ici au célèbre texte de Kant,
qu'est-ce que les Lumières, repris par Foucault en particulier et bien d'autres. Bon. Mais un partisan des Lumières ne conclura pas au nécessaire refus de toute transmission. Il ne se jugera pas émancipé de cette façon-là. L'émancipation et la réception ne sont pas antinomiques. Ce qui serait antinomique, ce serait peut-être le traditionnalisme et l'émancipation, ou bien le refus de toute transmission et l'émancipation. On ne s'émancipe pas dans le vide de toute réception. Je conviens que la tâche de récepteur éclairé est une tâche redoutable, et je conclus par une question, qui ne sera pas une pirouette. Que serait transmettre l'apprentissage d'une réception éclairée? Est-ce que les transmetteurs auront été assez éclairés pour cela? Je vous remercie. Un tout grand merci à Alain Petit. On commence vraiment sur les chapeaux de roue, hein, ce colloque-là, avec les interventions de ce matin. Alors, voilà, je réagirai simplement, et de façon évidemment trop caricaturale, à ce qu'a amené Alain Petit, que je trouve extrêmement riche, et voilà, qui nous permet vraiment d'essayer de penser cette question de la transmission. Ben, il se fait que hier, en venant ici à Clermont-Ferrand, dans le train, le trajet en train est quand même assez long, et puis il y a souvent des problèmes, le train s'arrête souvent en race campagne. Ouais, ça m'est arrivé pendant 6 heures une fois. Oui, oui, d'accord. Bah, heureusement, j'avais pris un livre avec moi. Sage précaution. Oui, et un très bon livre. Un très bon livre. Le séminaire 11 ? Non, pas du tout. J'avais pris, je vais vous le dire directement, parce que ça rejoint votre questionnement. J'avais pris un petit livre facile à lire, mais qui est un livre extrêmement intéressant. C'est un livre qui s'intitule La nostalgie de Barbara Cassin. Alors, voilà, il se fait que justement, elle interroge ce qu'il en est de la nostalgie, qu'est-ce que ça veut dire exactement que la nostalgie. Elle l'interroge à travers la tradition grecque, à travers évidemment l'Odyssée, c'est tout grand écrit. Je vais pas rentrer dans le texte. Et puis elle l'interroge à travers l'Énéide, parce que là on a deux types de nostalgie radicalement différentes, la nostalgie grecque, la nostalgie latine. Et puis, dans une troisième partie de ce livre, elle l'interroge à partir de son expérience à elle, son expérience d'Allemande, juive, émigrée. Et voilà, ce sur quoi elle va s'arrêter, c'est sur puisqu'elle s'interroge au fond sur mais qu'est-ce que c'est que d'être chez soi? Et sa conclusion, c'est un peu comme Hannah Arendt, on ne peut être chez soi que dans la langue, dans sa langue maternelle. Alors, bon, il faut s'entendre sur ce que veut dire langue maternelle. Donc, c'est pas aussi simple que voilà. Mais son questionnement rejoint votre questionnement à travers Hannah Arendt. Oui, c'est vrai. Ouais, d'autant qu'elle est une des traductrices historiques d'Hannah Arendt. Oui, Barbara, oui, bien sûr. Oui. Non, et à travers aussi cette question évidemment des intraduisibles. Le dictionnaire des intraduisibles, c'est une question que je reprendrai là. Je me permettrai de reprendre. Je suis toujours interrogé sur ce titre, parce qu'en fait, c'est un. Comment dire. Je crois que c'est un oxymore qui est un peu comme une sorte de. Comment dire. Volontairement provocateur, en quelque sorte. Oui. Parce qu'en fait, les protagonistes, en particulier elle, Barbara, n'ont jamais voulu dire qu'il y avait de l'intraduisible. Si, il y en a, mais la façon dont elle va le définir, c'est ce qui ne cesse de se traduire. Ah oui. Ou de ne pas se traduire. Oui. Ah, voilà. Ça c'est autre chose. Oui, mais ne pas est mis entre parenthèses. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Voilà. Mais l'intraduisible et l'intransmissible sont des concepts proches. Oui, absolument. Vous avez raison. Absolument. Ça irait dans le sens du parallèle, c'est vrai. Absolument. C'est vrai.
Et alors, une dernière, parce que je vais laisser la parole à la salle, mais une dernière petite boutade que je voudrais vous livrer, hein, mais justement qui tient à une femme comme Barbara Cassin, bon, et au-delà d'elle, Hannah Arendt, et voilà, et par exemple quelqu'un d'autre comme Delphine Orviller, qui d'une certaine façon nous disent on ne peut être fidèle qu'en étant infidèle. Et ça, c'est fondamental. L'infidélité, hein, nécessaire pour être fidèle. Je pense que ça rejoint peut-être votre question. Oui, enfin, moi, ce serait une façon de la reprendre. Nous ne devons pas trop nous étonner que les générations qui nous suivent nous soient infidèles. Heureusement qu'elles nous soient infidèles. Bah, sinon, heureusement, c'est ça ce qui fait qu'une transmission... Qu'ai-je fait moi-même Je veux dire, je vois pas, voilà. Pourquoi devrais-je préconiser à des générations plus jeunes un devoir de fidélité auquel je ne me suis pas conformé moi-même? Serais-je devenu en quelque sorte traditionnaliste sur le tard et devrais-je leur imposer une tâche qui en quelque sorte ne serait pas imposée à moi? Ça, c'est ce que j'ai récusé d'emblée. Disons qu'une transmission, c'est une tâche commune à des générations différentes, sans que le poids le plus lourd doive porter sur les plus jeunes. Parce qu'à ce moment-là, c'est une transmission de la dette, mais qui en quelque sorte pèserait de plus en plus lourd. Hélas, ce n'est pas purement métaphorique.